Effectivement, on a beaucoup parlé de territoire énergie positive jusque-là, donc c'est bien. On va pouvoir remettre en perspective, faire une synthèse, répondre à un certain nombre de questions qui ont déjà été posées. Peut-être pour aborder les choses déjà sous l'angle de la définition de ce terme-là, peut-être non, pour commencer effectivement, Yannick Régnier du CLER. Voilà. CLER, historiquement, c'est un acronyme, ça veut dire Comité de liaison énergie renouvelable. Acronyme qui est devenu malheureux pour nous depuis une dizaine d'années dans la mesure où nos activités ont très largement changé pour s'orienter vers des approches beaucoup plus transversales que des filières énergie renouvelable. Ce qui nous a amené en fait à réfléchir à une acronymisation permanente qui a donné CLER et un nouveau sous-titre qui est Réseau pour la transition énergétique, qui pose d'autres problèmes parce qu'en acronyme ça donne RTE et il y avait un peu de compétition sur le prénom. Et je suis aussi animateur du coup du réseau Territoire à énergie positive. Et donc c'est intéressant de le rappeler parce que Territoire à énergie positive c'est d'abord en fait né de la volonté de créer un réseau d'acteurs. La définition de territoire à énergie positive, en tout cas version appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire créée par nous, ex nihilo, il y a un moment déjà en 2010. Ex nihilo, c'est pas tout à fait vrai, mais je passe les détails. C'est 100% renouvelable et plus, à l'instar du bâtiment à énergie positive, pour ceux qui sont un peu calés sur le monde du bâtiment. Mais au-delà de ça, c'est une approche qui intègre l'énergie en fait dans un engagement politique, stratégique et systémique, comme c'est écrit à l'écran, en faveur du développement local. Donc il y a un pilier objectif politique, une vision en fait, et puis il y a un pilier approche, et qui est une approche un peu spécifique par rapport aux approches qui étaient en vigueur d'une certaine manière jusque-là en matière d'énergie. Notamment tout le discours qui pouvait tourner et qui tourne toujours autour des plans climat, énergie, air territoriaux aujourd'hui. C'est tout à fait compatible, mais on a une différence dans le discours à minima. Même si les PCET se rapprochent de nous maintenant. J'ai tout dit quasiment. Le dernier point, faudrait que je réapprenne mes transparents. Le dernier point, c'est la logique, une logique qu'on voit beaucoup apparaître dans les projets dits citoyens, c'est la logique du projet par et pour les acteurs du territoire. Je vais nuancer ça un peu par la suite, mais l'idée c'est que on a un projet créateur de valeur, ça c'est tout le discours autour de la dimension du développement local. Alors, développement local, c'est un peu la fibre un peu germanique qu'on a des fois dans les analyses d'expérience, puis j'y reviendrai. On tend à beaucoup l'assimiler au développement économique, comme le font les élus traditionnels. Et quand je travaille avec des gens professionnels du développement local, ils en arrivent au développement de l'humain, de la culture, etc. Donc on n'exclut pas, mais on est quand même dans cette approche à dimension très économique. Et du coup, de la question de la création de la valeur et de sa répartition. J'y reviendrai. Alors, ce graphique, en fait, quand on l'a proposé, il a été assez fondateur finalement, y compris pour nous, en fait, pour matérialiser ce qu'on appelait en fait finalement une approche territoire à énergie positive. En particulier dans un contexte où il y a quelques années, on avait le plan climat-énergie territoriale d'un côté, méthodologie qui était devenue légale, inscrite dans la loi et que les territoires mettaient en œuvre, et de l'autre côté l'agenda 21, qui était une politique développement durable au sens large de la collectivité. Les agendas 21 étaient un peu en perte de vitesse parce qu'ils étaient supplantés par les PCET, pour faire simple, y compris dans les financements que la puissance publique pouvait apporter. Et les PCET étaient assez désincarnés politiquement. Il y avait quand même une dimension de méthodologie technique, un enjeu assez ciblé, notamment autour des enjeux liés au changement climatique. Et finalement, la proposition que nous on a faite, c'est de dire, on reprend du coup un élément tangible, chiffrable, l'énergie. Qui est un enjeu, d'ailleurs, contrairement au changement climatique, qui n'est pas un enjeu global, au sens où on l'analyse au niveau international, comme c'est le cas du changement climatique, même si après il y a des rétroactions sur le territoire, mais est un enjeu universel, quelle que soit l'échelle à laquelle on se place, du citoyen jusqu'à l'international, on peut saisir et appréhender la question de l'énergie. Et donc on a fait de ce caractère tangible le cœur, en fait, de l'analyse de problématiques de développement durable au sens large. Développement économique, questions sociales, questions d'aménagement, dans lesquelles effectivement on peut beaucoup faire apparaître des préoccupations paysagères notamment, et d'agriculture, c'est très en lien, et puis protection de l'environnement, mais pas nécessairement que internationale, et aussi de tout un tas de problématiques locales, notamment en matière de santé, etc. Voilà.
Je vais juste focaliser sur peut-être 2-3 points en particulier, dont celui-ci, alors résilience énergétique, en fait précarité énergétique, pour tout dire, hein, cette affiche, c'est une affiche de la Fondation Abbé Pierre pour une campagne dans le cadre sur la précarité énergétique. Précarité énergétique, pour faire un peu simple, qui consiste au fait d'avoir la difficulté de payer ses factures d'énergie au point des fois de ne pas les payer, et donc derrière on a des questions sanitaires qui peuvent advenir. Je mentionne ce point qui me paraît assez fondamental parce que quand on s'adresse à des élus, j'utilise des fois une boutade, quelque chose que je trouve assez rigolo, c'est que je pense que la France est un pays de culture socialiste, même quand Nicolas Sarkozy est au pouvoir. C'est-à-dire que, et d'ailleurs les Américains aiment bien nous appeler communistes de manière générale, c'est-à-dire il y a un sens en fait de la puissance publique, de son rôle, et notamment du fait qu'elle est garante de l'intérêt général, qui est très très fort, qu'on verra moins dans d'autres pays dans lesquels pourtant les gens arrivent bien à vivre ensemble quand même. Et du coup ça positionne l'élu aussi dans une mission de service public de l'énergie au niveau local, qui est celui de lutter contre cette problématique sociale qui est la précarité énergétique. Et ça c'est important, c'est-à-dire que des élus qu'on allait voir avec des discours environnementaux et d'adaptation au changement climatique, ça marchait pas trop. Et puis dès qu'on aborde les choses sous l'angle social ou économique, pour des actions qui derrière sont les mêmes, en fait, pratiquement, d'un coup ça accroche. Voilà. On m'a raconté l'expérience, notamment, y compris au début de centre, droit, enfin, c'est pas une problématique, je veux dire, spécifiquement de gauche. Deuxième élément, alors très très courant justement en Allemagne, en Autriche, etc., c'est pour le coup la dimension purement économique, voire carrément financière à un moment donné des projets, financière dans le sens de chiffres en euros. Pour vous donner juste un ordre de grandeur de ce dont on parle, c'est pas toujours très, très évident. Si on prend 4 éoliennes de 2,5 MW, pour vous donner une idée, c'est des grandes éoliennes standards aujourd'hui, valorisées en fait au moment de la vente d'électricité par le tarif d'achat, hein, c'est 82 € le mégawattheure. Je vous passe un peu les détails, mais ça fait un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros pour ces 4 éoliennes. Voilà, c'est pas une petite somme. Et si on met en face de ça 1600 € par foyer, qui est, on va dire, une sorte de moyenne de la consommation domestique, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. Si vous ajoutez la mobilité, vous êtes quasiment dans du x2, hein, c'est-à-dire 3 000 € par foyer de dépenses énergétiques. On arrive à des factures énergétiques qui peuvent être à peu près du même ordre de grandeur. Et j'ai volontairement mis ça aussi en lien parce que ça sert intégralement dans l'esprit de la démarche mégawatt, souvent de l'analyse technique, des 3 piliers. Et d'un côté, du coup, on est sur des possibilités pour le territoire. D'un côté, de la création de revenus, et de l'autre côté, des économies d'énergie qui peuvent devenir des économies financières. Donc, double levier d'action avec plus-value économique. L'idée, en fait, des flèches rouges, pour aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion, c'est que au niveau d'un territoire, par rapport aux moyens des collectivités, on a une certaine rationalité à démarrer par des projets d'énergie renouvelable, dont les modèles économiques sont assez consolidés, pour qu'ils génèrent un certain nombre de revenus pour le territoire, alors de revenus de différents types, mais ne serait-ce que par la fiscalité pour certains grands projets, pour derrière donner des capacités aux collectivités aussi d'intervenir en matière d'économie d'énergie, y compris sur des missions sociales, du coup comme je l'évoquais auparavant, en générant des économies. Deuxième élément, c'est qu'avec un parc éolien par exemple, exemple typique d'Alain Nadal ce matin, enfin, d'une certaine manière, c'est qu'on crée de la valeur, mais la valeur à qui bénéficie-t-elle ? Et donc ça c'est la petite image de la part du gâteau. Il y a un gâteau qui est généré quand on convertit une ressource qui est du vent, hein. C'est du vent, ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose tant qu'on ne le transforme pas en autre chose, et en l'occurrence de l'énergie et donc des ressources financières. Comment on se partage ce gâteau-là ? Et donc c'est la question aussi, c'est la petite flèche qui n'en est pas une, là, le 3/4 de cercle, de la question de l'économie circulaire, mais que nous on aborde en fait au sens purement financier. C'est-à-dire l'économie circulaire, c'est quand on met 1 € dans l'éolienne, où il ouvre autant de l'euro qui va derrière. Ouais. En lien avec ça, justement, dans la continuité, toute cette question de ce qu'on pourrait qualifier finalement un peu de démocratie énergétique, d'une certaine manière, c'est comment on passe d'un système finalement qui est détenu et géré, enfin plus géré que détenu d'ailleurs, par un nombre limité de personnes à une participation possible d'un très grand nombre d'acteurs. Et ce diagramme-là, il est qu'en anglais, j'ai la version française qui date un peu, c'est la structure de possession
de la capacité installée en énergie renouvelable électrique en Allemagne. Voilà. Et on a plus de la moitié, c'est la partie en verte, qui sont en fait détenues par les privés, les personnes, en fait, les particuliers, et ou les agriculteurs, alors un peu par des panneaux solaires qu'ils ont sur leur toit, mais aussi par des projets collectifs portés dans le cadre de coopératives, par exemple, énergétiques. Et puis de l'autre côté, on a une part de ce qu'on appelle les Big Four, là, les grands 4, qui sont l'équivalent de EDF, GDF, Total, en fait, qui sont 5% de la structure de propriété des nouvelles installations, c'est-à-dire rien, en fait. Et donc on comprend aussi mieux pourquoi en Allemagne, le cadre politique et de négociation pour la transition énergétique diffère du cadre français, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et comme la transition énergétique sera une transition sociale ou ne sera pas, on voit bien que l'Allemagne, y compris sur des aspects comme ça très matériels, a un avantage sur cette question. Quelques images de nos amis de la commune nouvelle du Menet, anciennement communauté de communes du Menet. L'idée là, c'était juste pour faire méthodologique, comment on fait un territoire à énergie positive. C'est à la serpe, hein, vous allez voir. Des ressources, des acteurs, des projets, et puis j'ajouterai un peu en conclusion un projet de territoire, qui n'est pas la conclusion, qui est plus le préalable. L'idée, c'est de dire, comme les Allemands disent souvent, l'énergie est là, c'est-à-dire que sur tout territoire, alors rural, je suis désolé pour Jacques Tess, mais on a nous démarré, comme je vous disais, sur un réseau d'acteurs ruraux, c'était une volonté, hein. Donc en fait, tout a découlé de ça, en fait, pour nous, on pourrait y revenir. Dans un territoire rural, on a des ressources naturelles, en fait, qui peuvent être converties en énergie, et on en a plein, c'est tout ce que vous voyez en périphérie, y compris ce petit cochon assez mignon, là, dont on valorise, avant de le découper en rondelles dans une usine qui fait du jambon pour le Caire. On récupère aussi les excréments et tous les bouts d'abattoir pour de la méthanisation. Et simplement, ces ressources, elles restent latentes tant qu'on ne les a pas valorisées, et pour les valoriser, il faut des acteurs. Ces acteurs, ils peuvent être du territoire ou pas du territoire. Alors, je dirais qu'une des spécificités du Menet, encore aujourd'hui, au niveau national, en tout cas dans la dimension un peu globale de cette approche énergétique, c'est que tous les projets sont pensés par et pour des acteurs du territoire, même si il y a des coopérations avec des acteurs extraterritoriaux qui se sont créés pour ces différents projets, assez naturellement, notamment pour de l'apport de fonds ou de l'apport d'expertise technique. Mais le postulat qu'ils font, c'est qu'il ne faut plus faire de projets sur les territoires. En fait, il faut faire des projets de territoire sur l'énergie. Et un projet de territoire et un terroir, globalement, on parle souvent de la notion de terroir énergétique. Ça résonne pas mal avec ce qui plaît aux gens en matière d'agriculture. On a du mal à imaginer un terroir énergétique développé par des multinationales. Comme en agriculture, c'est un peu comme si Leclerc ou Sophie Protéol et compagnie venaient faire du développement local en matière d'agriculture. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place, mais c'est délicat. Ou en tout cas, ça doit être négocié. Et tout ça, ça donne un projet de territoire. Et pour aller jusqu'au bout sur le Menet, c'est qu'en fait, ils ont abordé l'énergie non pas sous la problématique environnementale, mais sous la problématique du développement économique. Un territoire qui est en déprise et qui n'avait pas d'autre option que de trouver quelque chose qu'ils avaient déjà sous les pieds, plus ou moins. Et là, ils ont dit on va faire une stratégie de développement économique à partir de l'énergie. Et ils ont été voir chez leurs voisins. Je vous montrerai tout à l'heure où ils ont été, petit teasing. Mais néanmoins, pour casser effectivement des choses qui ont été dites plusieurs fois aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des villages gaulois, en l'occurrence en Bretagne, là, mais d'analyser proprement en fait les interactions existantes et nécessaires entre les différents échelons. Simplement, peut-être pour partir justement de la base, ou au fond de la marmite, comme disent les gens du Menet, la marmite bout toujours par le fond, c'est que le territoire, c'est quand même là où les élus, les gens se confrontent au réel des conséquences, notamment d'augmentation des prix de l'énergie. Je veux dire, si les gens ont du mal à payer les factures, ils vont pas voir la préfecture du département ou de la région, ils vont voir le maire. Donc les territoires ont une sorte d'obligation morale, et voire même sont contraints un peu par les habitants de travailler sur cette question-là. Et donc l'autonomie au sens local, de prise en main par les acteurs, c'est vraiment ce qui a été rappelé, la définition a été bien redonnée ce matin, mais qu'on peut vulgariser, d'ailleurs c'est ce que disait Jacques Lignet, le président du Menet, c'est être acteur de son propre développement. Voilà. C'est ça qu'ils veulent faire, les gens dans le Menet, c'est être acteur de leur propre développement. Rien à voir avec l'autarcie, au sens d'une insularisation technique, notamment, c'est-à-dire de couper les lignes électriques.
Ça n'a pas de sens techniquement, et puis c'est pas du tout une volonté qu'ils poursuivent. Mais au-delà de ça, les territoires, aujourd'hui, finalement, n'ont pas d'autonomie en plein de domaines, et notamment financièrement. Leurs ressources sont exsangues, elles sont de plus en plus exsangues, ils n'ont pas d'autonomie, ils n'ont pas de compétences juridiques, etc. Donc il y a cette nécessité d'interagir avec les acteurs. Difficulté, c'est de justement comment, dans cette nécessité d'interagir, les acteurs supra, la région ou l'État, peuvent se positionner dans une autre posture qu'une posture un peu paternaliste, aujourd'hui je dirais même maternaliste, dans la situation dans laquelle on est, où on alimente les territoires avec de l'argent comme ça, et puis comme on met beaucoup d'argent sur la table d'un coup, les territoires restent plus ou moins sous tutelle, en tout cas culturelle et symbolique, des gens qui les alimentent. Donc l'idée, nous, c'est qu'on essaie de travailler sur les conditions dans lesquelles les acteurs institutionnels peuvent aider les territoires à faire seuls, bien la formule, qui vient du monde de la pédagogie aussi, et plutôt que de finalement de leur, plus ou moins d'inscrire leur action dans des cadres qui sont posés ailleurs. Petite boutade avec cette image que j'ai tirée de votre premier livre. C'est pour parler de l'urbain et du rural. C'est vrai que si on imagine que demain les paysages de l'après-pétrole c'est ça, il n'y a plus de campagne, il n'y a plus de ville, tout va bien, quoi. On est tranquille, on va faire un beau paysage un peu homogénéisé. Moi je pense pas que ça va être le cas. Du coup, l'enjeu, effectivement, pour nous depuis le début, en fait, c'est de clairement distinguer qu'il y a de l'urbain, du rural. Il y a évidemment des interfaces, il y a des interactions, il y a des coopérations, des lignes de tension entre les deux. Et l'idée, c'est de dire que le rural a une spécificité et que l'urbain doit aussi agir, mais que ça peut être différencié en termes d'action. Et nous, ce qu'on poussait réellement, c'est qu'à un moment donné, on collait des objectifs nationaux et européens, dits des 3x20, je ne sais pas si vous connaissez ces objectifs-là, mais objectifs énergie renouvelable, efficacité énergétique, maîtrise de l'énergie, puis on les collait pareil sur tous les territoires. Ce qui est un non-sens, parce que les territoires ruraux ont potentiellement la capacité d'aller beaucoup plus loin en termes de production, et du coup, peut-être en termes de diminution des gaz à effet de serre. Subtilité du monde agricole quand même à côté. Mais en même temps de défendre la nécessité de travailler conjointement en fait et de manière articulée. Donc c'est juste un point que je voulais rappeler. Mouvement des territoires à énergie positive, je l'ai évoqué très vite, mais une très petite historique de tout ça. On a utilisé la notion de territoire à énergie positive publiquement au sens où on l'entend aujourd'hui communément pour la première fois pendant notre Assemblée Générale en 2010, où on avait déjà invité des territoires qui sont devenus fondateurs du réseau. Et puis, quelques mois plus tard, Le Menet organisait un grand événement chez lui, des rencontres énergie et territoires ruraux vers des territoires à énergie positive. Vous voyez à nouveau que la dimension réseau, elle était centrée sur les territoires ruraux. C'était une volonté. Et puis on a créé le réseau TEPOS à cette occasion. Et puis en fait, il y a eu un effet boule de neige, notamment parce que Le Menet matérialisait justement concrètement ce qu'il était possible de faire sur le terrain. Donc ça, pour les médias, c'est plutôt mieux que d'avoir des gens qui causent comme moi devant des salles. Ils ne peuvent pas reprendre grand-chose de tangible pour un journal. Plusieurs régions, l'Aquitaine, Rhône-Alpes, etc., ont mis en place des programmes d'accompagnement aux territoires qui se sont appelés territoires à énergie positive. Ce qui a créé en fait après une dynamique institutionnelle autour de ce terme-là. En parallèle, nous, on travaillait sur un projet européen qu'on a écrit et que j'ai coordonné pendant 3 ans avec 10 pays européens et qui nous ont permis de récupérer beaucoup de matière, de retour d'expérience, etc. C'était très riche pour construire aussi, une fois qu'on a balancé le terme territoire à énergie positive, on a construit ses fondements, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et puis, dernière étape du puzzle, c'est le niveau national avec effectivement l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui a été lancé par le ministère il y a 1 an et demi maintenant, et qui a très généralisé cette notion, tout en la détournant un peu de ses fondements initiaux. Alors c'est un peu, c'est bien et pas bien d'une certaine manière. C'est bien parce que culturellement ça fait bouger beaucoup de lignes, notamment en France sur le rôle des territoires, quels que soient les territoires. Après, on se permet d'être critique des fois sur ce dispositif-là. D'ailleurs, on a même fait un rapport complet pour dire que des fois on trouvait que ça aurait pu être mieux. Mais globalement, culturellement, ça a mis un bon point très favorable en fait dans le fait de dire que les territoires sont aux avant-gardes, justement. Et ça, dans l'univers culturel français, c'est pas rien. Petite phrase d'un grand sage, Jean-Pierre Raffarin, notre route est droite, mais la pente est forte. Ouais.
J'évoquais les voyages d'études qu'ont pu faire le mener dans le temps. Un qui les a marqués parmi peut-être tous, c'est celui qu'ils ont fait à Güssing en Autriche, à l'est de l'Autriche, qui était vraiment dans le même contexte que le Menet. Alors d'ailleurs, vous parliez de photos, j'ai quelques planches, c'est exprès pour vous. À quoi ça peut ressembler la transition énergétique version 100% renouvelable, hein, l'échelle d'une petite ville, ça ressemble à ça, en fait. Alors c'est pas toujours glamour pour le coup, effectivement, hein, mais on a des infrastructures énergétiques qui peuvent apparaître, on a des gros tas de bois, voilà. Petite ville du coup de 4000 habitants dans l'équivalent d'une intercommunalité qui fait 27 000. Et là, en fait, on a un élu qui est un peu visionnaire et qui a dit je veux que mon territoire devienne 100% renouvelable. Je ne sais plus très bien pourquoi. D'ailleurs, à mon avis, il trouvait qu'il avait beaucoup de ressources, notamment bois, biomasse, qui étaient sous-valorisées, et donc ça a participé de cette motivation. Et rapidement derrière, ils ont eu la bonne idée de créer un centre de compétences en fait européen, alors européen parce que les fonds étaient européens initialement, pour les énergies renouvelables, qui a été en fait un pôle d'expertise qui a accompagné la constitution de tout un tas de sociétés, publiques, privées en fait, d'acteurs qui petit à petit ont monté tous les projets qui ont fait leur mix énergétique, dont beaucoup d'agriculteurs. Et là, en l'occurrence, on est sur un territoire, c'est un cas presque un peu particulier, où le 100% renouvelable à l'échelle des 4000 habitants a été atteint quasiment qu'avec des projets à base de biomasse, avec des choses pas toujours très recommandables hein, en termes agroécologiques, etc. Mais c'était il y a 25 ans, on apprend de ses erreurs aussi. Et aujourd'hui, la commune est exportatrice et le canton, 27 000 habitants, on doit être autour de 70% de couverture en fait, des consommations d'énergie, tous usages, y compris la mobilité, quand même un point important, par les consommations locales. Et puis c'est un pôle de recherche-développement qui est aujourd'hui connu au niveau européen. Quelques chiffres comme ça pour vous donner une idée. Alors ça date de 2008, c'était la date à laquelle la commune a atteint 100% renouvelable, ils avaient fait une communication. Alors depuis on n'arrive plus à trouver les chiffres un jour, mais ça peut aller que dans le même sens. Emploi direct et indirect, 1500, alors ça paraît titanesque, j'aimerais bien avoir les sources de ce chiffre un jour, mais ce qui est important c'est réellement... je pense, un effet systémique sur le territoire. C'est-à-dire que dans ces emplois-là, on a aussi une usine de parquet qui est venue là à un moment donné parce qu'il y avait une volonté de travailler autour de la filière bois. Donc bois matériaux, bois construction, que du coup on a de la chaleur qui alimente la parqueterie, qui est de la chaleur locale dont le prix est stable depuis parce que le bois est local, donc il n'y a pas de fluctuation de marché, etc. Et donc on est passé d'une facture de territoire de 36 millions à un chiffre d'affaires généré sur le territoire. C'est pas de l'argent sonnant et trébuchant qui tombe dans les poches, mais c'est du chiffre d'affaires, donc de l'activité locale à hauteur de 20 millions. Puis petit effet induit assez rigolo, c'est qu'il y a à peu près 300 écotouristes chaque semaine, ce qui fait qu'il y a une petite chaîne d'hôtels qui s'est créée sur le territoire, puis qui maintenant a fait 2-3 petits ailleurs. Et d'ailleurs, pour une petite ville, ils ont un des meilleurs clubs de basket d'Autriche, parce qu'il est subventionné par une entreprise de l'énergie. Un peu comme chez nous, mais version énergie renouvelable. Une commune en montagne en Italie, d'autres perspectives, hein, c'est plus champêtre, limite on pourrait considérer même que c'est plus idyllique d'un point de vue paysager. En tout cas, ça l'était avant l'arrivée des énergies renouvelables. Je vous laisse en juger. Encore une fois, on est sur de la petite taille. Alors tout ça, c'est pas très significatif. D'habitude, je présente le cas de Munich aussi, mais là, je l'ai enlevé. Je suis désolé. On en pourra en parler dans les questions-réponses. Mais l'idée, c'est que il y a une trajectoire historique sur ce territoire qui est intéressante. C'est que c'est un territoire de montagne, donc qui historiquement n'était pas connecté au réseau d'électricité au moment où le réseau se développait dans le début du XXe siècle. Donc, ils ont été amenés à exploiter eux-mêmes leurs ressources, puis ont finalement créé leur petit écosystème local, historiquement avec l'hydraulique. Et donc il y a une coopérative en fait qui regroupe la quasi-intégralité des habitants de la ville aujourd'hui, et puis qui, au fur et à mesure des années du développement des technologies, à petit, saisit toutes les technologies nouvelles qui passaient et pour lesquelles on pouvait déployer des projets économiquement viables jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est pareil, on a une couverture quasi intégrale en chaleur renouvelable et électricité renouvelable. Ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est quand on dit transition énergétique, on ne fait pas son marché, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on va à l'AMAP, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne, on ne peut pas avoir des fraises toute l'année, hein. Des fois on a des navets, des choux, puis on mange les navets et les choux. D'une certaine manière, si on veut être 100% renouvelable, voilà, on a fait un peu de solaire et tout ça, mais il faut plus, donc on fait de l'éolien.
Et puis on fait tout, et puis on le fait de bonne grâce parce que ça participe à un objectif validé sociétalement, on va dire, au moins politiquement, là-dessus. Et puis comme au début on était sur un réseau un peu localisé, donc comparer leur facture d'énergie avec celle de leurs voisins, elle était plutôt moins chère, donc ils étaient contents. Alors ça, il y a l'hydraulique qui doit jouer aussi là-dessus, évidemment. Un territoire allemand de plus grande taille cette fois-ci, hein, le district de Rhein-Hunsrück, c'est à peu près 100 000 habitants sur 1000 km², avec y compris des petits châteaux, tout ça. Hein. Donc, on ne voit pas d'éoliennes d'ailleurs pour l'instant, tout va bien ici. Donc là, c'est vraiment une échelle de pays, hein, un pays, parc naturel régional ou quelque chose comme ça. Et en fait, à un moment donné, la volonté politique très très forte de l'élu, du président, ça a été de dire, bon, on a une facture énergétique de 350 millions d'euros, c'est quasiment que des fossiles. Tout ça, ça sort du territoire, je veux relocaliser ces 350 millions d'euros. Relocaliser 350 millions d'euros, c'est dire faire à peu près autant d'activités, mais sur le territoire. Et pour être notamment zéro émission en 2020. Alors, décision de 2009, c'est la décision politique de relocaliser, enfin de très globale, elle date de 2009, mais évidemment, plus de 10 ans avant, il y avait déjà beaucoup d'actions menées sur les bâtiments, sur les économies d'énergie dans le bâtiment en particulier. J'ai pas trop pointé une chose sur l'électricité, c'est assez simple d'une certaine manière, parce qu'on peut poser des installations à peu près n'importe où, enfin, ce qui fait qu'on peut les poser aussi au bon endroit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, avec plein de contraintes liées au réseau, techniques, etc., mais qui peuvent aussi intégrer des contraintes paysagères, etc. Sur la chaleur, c'est moins facile de passer à 100% renouvelable, et pour faire simple, en gros, c'est isoler les bâtiments et faire des réseaux de chaleur bois énergie. On ne va pas tergiverser trop longtemps. Si le réseau de chaleur, ou là où il y a un bourg ou un centre un tout petit peu dense. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont déjà 3 grands réseaux de chaleur et 10 petits réseaux de chaleur communaux, dont un certain nombre gérés en coopérative. C'est un truc que je ne connais pas encore en France, de réseaux de chaleur gérés par des coopératives d'habitants. Mais le statut coopératif en Allemagne, en Belgique, etc., étant souple, des coopératives se créent très simplement, en fait, y compris pour gérer en commun des petites installations et des petits réseaux. Du biogaz à la ferme, il y a eu un cadastre solaire en fait, qui a répertorié toutes les toitures existantes propices au fait d'installer du solaire. Et puis après, il y a des programmes d'accompagnement à la généralisation des toits solaires. Et puis, surtout, j'allais dire d'une certaine manière, quantitativement, il y a 300 éoliennes sur le territoire. Voilà. Et sur la promotion active d'un nouveau paysage énergétique, je joue volontairement sur les termes. Le président a une petite phrase un peu autour de ça pour Bertram Fleck pour dire ça, c'est qu'il dit bon, chaque génération a marqué son environnement visuellement, dans le paysage. Donc on pourrait caractériser peut-être le XXe siècle par les pylônes électriques. Bon, il dit le 21e, énergie durable, ce sera les éoliennes. C'est un truc que de toute façon on verra nécessairement dans le paysage, et technologiquement, aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup d'autres options pour passer à 100% renouvelable que d'installer un nombre assez conséquent d'éoliennes. Donc quelques chiffres, historiquement, ont beaucoup démarré sur les économies d'énergie sur le patrimoine, très classique, puis après sur les autres bâtiments, la couverture des toitures. Aujourd'hui 13% des toitures équipables, et c'est plutôt pas mal. Et on a une part d'électricité renouvelable déjà aujourd'hui, disons à la fin 2015, qui est de 2 à 3 fois en fait la consommation d'électricité locale. Donc ça fait pas tout à fait 100% renouvelable au total, hein, parce qu'il y a l'usage chaleur et l'usage mobilité qui sont déterminants de manière générale, mais ça avance. Voilà. Et puis l'investissement, alors je vais juste pointer quelque chose d'important là-dessus, c'est beaucoup d'investissements en fait, toutes ces infrastructures énergétiques qui ont été mises en place, et l'investissement total c'est quasiment 2 milliards d'euros. Donc évidemment c'est pas la collectivité qui met 2 milliards d'euros, elle n'a pas 2 milliards d'euros. C'est les entreprises, notamment privées, y compris développeurs traditionnels, qui viennent. Mais ce que le territoire encourage depuis très longtemps, c'est le fait que les acteurs du territoire participent aussi à l'investissement dans ces capacités de production d'énergie renouvelable. Et on a à peu près 10%, un peu moins de 10%, qui sont des participations territoriales. Et là, ce que je voulais pointer, c'est qu'entre quelque chose qui serait du tout privé, pas du tout en fait négocié, discuté avec les gens du territoire, et quelque chose qui serait très qualitatif, du tout par et pour les acteurs du territoire, il y a un juste milieu à trouver. Ce juste milieu, il est lié au fait que les installations sont bien acceptées sur le territoire, que le territoire a analysé les conditions dans lesquelles elles étaient bénéfiques pour lui,
et à accepter ces conditions. Et de l'autre côté, un ordre de grandeur du déploiement suffisamment important et rapide, alors pour aller dans le sens de Jacques Test, je partage tout à fait, pour répondre à des grands enjeux globaux que Yves Marignac a rappelé ce matin, autour de la déplétion des ressources pétrolières et le changement climatique en particulier. Voilà. Et avec ça, eh ben, on a quand même plus de 50 millions de retombées économiques annuelles au profit de la collectivité et des gens du territoire. Alors c'est large, hein, location, taxes, bénéfices, contrats, banques, agriculture et tourisme, il y a plein de types de retombées, mais ils en ont fait un calcul un peu exhaustif, et à l'échelle d'un pays, imaginez ça, en France, ça fait envie. Alors après, ça fait envie, mais il faut savoir ce que ça veut dire d'un point de vue de l'infrastructure. Dernier exemple, archétypal, et ça permettra de revenir à des questions de ce matin. Schönau, c'est encore un petit village gaulois, mais version allemand. 2400 habitants. Ce qui est important, c'est de voir que d'un village gaulois, on peut faire plus que des petites choses locales aussi. Là, on a une impulsion citoyenne. C'est ça qui est assez intéressant sur ce territoire-là, post-Tchernobyl. Donc, Tchernobyl, les conséquences, et là, les citoyens se disent comment on peut faire autre chose que du nucléaire, puis accessoirement autre chose que du charbon aussi, puis en fait accessoirement autre chose que les énergies fossiles. Et là, il y a tout un tas de dynamiques. Moi j'ai vu des photos, c'est très rigolo. Il faut mettre un couvercle sur la casserole pour économiser. Voilà. Des choses très pratico-pratiques. Et puis après, ils se sont dit bon, ok, comment on fait pour aller un cran plus loin? Et là, c'est la production d'énergie. Ils ont été voir notamment des anciens moulins, en tout cas petits barrages, pour voir s'il n'y avait pas la possibilité de les remettre en route. C'était le début du photovoltaïque. Ils ont commencé d'en installer un peu. Et à un moment donné, c'est posé un élément de contexte qui est la fin de la concession accordée par la collectivité à l'entreprise qui gère le réseau d'électricité. Et donc généralement, on renouvelle après sur des périodes longues d'une vingtaine d'années. Et les citoyens, en fait, ou plus d'ailleurs, et les citoyens là on dit mais est-ce qu'on ne peut pas temporiser un peu et voir si nous, citoyens, on ne peut pas créer une société et finalement gérer ce réseau nous-mêmes au lieu de la confier à un opérateur privé. Et le conseil municipal a dit non. Parce que vous êtes un peu farfelu et loufoque. Simplement, en Allemagne, il existe un système de référendum d'initiative locale basé sur, je sais pas, le temps de signature qui permet aux citoyens, à un moment donné, de poser une question publique qui ne fait pas force de loi, mais certainement qui a un certain impact en termes de processus démocratique. Et il y a une campagne très très costaud, qui est d'ailleurs documentée par un film qui est superbe, que je vous encourage de regarder, avec beaucoup d'images d'archives, et à la fin ils ont gagné le référendum, ce qui fait que la position de principe du coup de la collectivité a changé. Mais après, il a fallu qu'ils fassent tout ce qu'il faut pour pouvoir acheter un réseau à partir d'une asso qui fait de la sensibilisation avec des couvercles de casseroles. Et donc ça a été costaud, ça a pris du temps, plusieurs années. Mais ils ont constitué une coopérative énergétique citoyenne, EVS, et en fait, in fine, ils ont réussi à racheter le réseau. Mais ça a été, je vous passe un peu les détails, parce que le réseau était vendu 2 fois sa valeur effective, donc ils ont un peu négocié, après ils ont racheté, après ils ont refait un procès pour dire que c'était encore trop cher, et ils ont eu l'aide de plein d'organismes nationaux, ils ont fait des grandes collectes de fonds, c'était le début de la finance participative sans les outils Internet. Mais ça avait bien marché. Oups, pardon. Je vais à l'envers. Voilà. Et premier élément, donc en fait ils ont racheté leur réseau, et à ma connaissance encore, c'est un cas unique en Allemagne je crois. C'est-à-dire qu'il y a des remunicipalisations, des collectivités qui achètent le réseau, mais des coopératives citoyennes, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Et par ailleurs, il y a eu l'ouverture des marchés d'électricité en Allemagne 2 ans après, qui leur a permis en tant qu'opérateur énergétique, territorialisé, de vendre de l'électricité au-delà de leur périmètre en fait, de gestion de réseau. Et comme c'était, du coup, les Allemands, il y avait une problématique environnementale qui était déjà assez forte, ils ont réussi à gagner un marché rapidement de fourniture d'électricité verte à beaucoup d'autres gens que que les citoyens de la commune. Aujourd'hui, ça donne ça. Le nombre d'installations d'énergie renouvelable, ça a dû bouger depuis, mais plus de 2000. Donc grosse baisse des émissions de CO2, et alors surtout j'évoquais les clients, aujourd'hui il y a 150 000 clients en fait, de la coopérative dans toute l'Allemagne. Donc moi ça me fait penser un peu en matière agricole justement, à un moment donné au fait de trouver, justement il y a un terroir, il y a des pratiques, on fait un produit, je sais pas, le camembert, on le produit à un endroit donné, et puis finalement il a cette image de fabrique, et puis après on le vend dans toute la France.
Et il y a un petit peu de ça en matière d'énergie, et c'est quelque chose dont on n'a pas réellement l'habitude en France, mais une logique non pas de développement local, où on se soucie de là où on est pour soi, mais de développement territorial en disant qu'est-ce qu'on peut gagner en allant à l'extérieur. Et on est sur donc 3500 sociétaires, hein, c'est une coopérative, 100 employés et 150 millions de chiffres d'affaires. C'est pas anecdotique. Et puis je vais m'arrêter là, mais juste sur une image en France d'un territoire, je trouve qui concilie bien l'imagerie du paysage en transformation et du développement durable, la commune de Los en Gohelle, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui démarre sa transition énergétique. Ils ont fait beaucoup de choses en termes de participation sur des bâtiments, etc. Mais du coup, on voit les quelques infrastructures énergétiques qui existent, et l'idée, c'est d'en poser d'autres. Avec un petit point que je trouve très très rigolo, comme ils ont réussi à faire classer leur terri au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le terri, c'est des gros têtes déchets. Hein. Bah, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, je trouve que c'est formidable comme démarche. Et bah, par contre, ils vont avoir du mal à installer des éoliennes à côté maintenant. Merci. On comprend bien que, effectivement, cette dimension du développement territorial à partir des ressources locales, comme logique, d'une certaine manière, qui préside au territoire énergie positive. Est-ce que, donc, avec cette dimension économique, hein, qui est vraiment le fer de lance de la démarche, et qui évidemment est une notion qui est entendue assez facilement par les élus, de même, effectivement, et ça c'est peut-être intéressant aussi de l'avoir pointé, que la dimension sociale, liée à la question de la précarité énergétique par exemple, toutes ces notions évidemment sont plus facilement entendues que celles du changement climatique, des risques environnementaux, etc. Et en effet, c'est juste une façon d'entrer finalement en conversation. Au final, les objectifs quelque part et les moyens d'action sont peut-être les mêmes. Ça pose quand même une question par rapport à la question, justement par rapport au paysage, puisque là aussi, c'est pas facile d'entrer en conversation sur la question du paysage avec les élus, parce que évidemment, ça passe derrière la question du développement économique, derrière la question sociale, et donc, si c'est pas bien compris comme étant une démarche d'accompagnement, en effet, d'un développement territorial qui peut être lié à la transition. Donc ça, ouais, ça fait partie des questions qu'il faudra qu'on puisse aborder, mais est-ce que dans la salle, vous avez envie de réagir? Est-ce que dans les exemples que vous avez présentés, est-ce que vous savez s'il y a eu un travail en fait sur le regard des habitants, et du coup un regard porté sur le paysage et les nouvelles installations qui ont eu lieu en fait? Non, je ne sais pas. Et d'ailleurs, ce serait bien que le collectif PAP aille faire un tour dans tous ces endroits. Non, mais juste un élément qui me paraît important, en fait, je ne sais pas si ça doit transparaître un petit peu, mais là où les choses vont le plus vite, c'est là où les territoires sont les plus, je ne sais pas comment dire, en déprise, voire en détresse. C'est-à-dire que quand on a plus grand nombre de leviers, notamment pour créer du développement économique et du coup alimenter des politiques sociales, etc., ça va plus vite dans les prises de décision. Et c'est pas pour dire que les décisions sont forcées, parce que dans le Mené, tous les portraits qu'on avait sont des acteurs territoriaux qui sont mis en route vers le fait de monter les projets, avant que la collectivité elle-même n'en fasse une stratégie. Les choses se sont faites un peu conjointement, mais c'est né d'abord de l'initiative d'acteurs privés. Et simplement, comme c'est un petit territoire et qu'il a une très grosse histoire de développement local, il a même créé le développement local, en fait, dans les années 60-70, c'est-à-dire cette capacité des acteurs de se mettre ensemble pour se prendre en main et monter des projets. Pour le Mené, pour donner un exemple, ils avaient fait un travail comme ça sur l'agriculture, ils ont simplement recréé cette même vitalité en fait, démocratique autour de la question de l'énergie. Et puis après, je sais pas, la question est bonne à être posée, ils auraient eu du gaz de schiste, est-ce qu'ils auraient fait du gaz de schiste? Je ne sais pas. Mais c'était développement local au sens de dire on a des ressources, on les exploite. Et dans certains territoires privilégiés d'un point de vue paysager, notamment là où j'habite dans la Drôme, on fait des super plans sur la comète, et puis quand il faut commencer à poser 2 ou 3 éoliennes au milieu du paysage, parce qu'il y a du tourisme, parce qu'il y a d'autres enjeux croisés, hein, c'est pas des mauvaises raisons, mais voilà. Non, il y a des analyses à faire sur comment les projets ont été acceptés. Comme il y a beaucoup de participation,
Ça ne fait pas paysage en soi, mais la participation, c'est déjà un élément de décrispation, je pense, par rapport à l'acceptabilité de manière générale. Ensuite, juste sur la notion de territoire rural, je pense qu'il ne faut pas s'excuser de partir principalement sur les territoires ruraux pour le PAP non plus. C'est des territoires, c'est quand même la plus grosse portion de notre territoire français qui va être amenée à lutter, et les énergies renouvelables, ça va consommer du foncier, rural, puisqu'on ne va pas raser des bâtiments pour mettre des éoliennes. Donc je trouve qu'il ne faut pas s'excuser de partir principalement sur le rural. Et alors, enfin, je me posais la question finalement de l'intégration du paysage dans le comité des TEPOS. Est-ce que c'était donc des considérations qui étaient prises à l'origine? Est-ce qu'il y a peut-être un processus qui est mis en œuvre aussi pour, dès le début, établir un plan d'intégration d'énergie renouvelable dans le paysage des communes? Est-ce que du coup il y a un lien avec les paysagistes qui est fait dans ce travail? On est un réseau multi-acteurs, association entre CLAIR, le CLAIR, l'association pour laquelle je travaille. On est une association multi-acteurs, association entreprises, collectivités locales, mais les collectivités locales étaient peu présentes. On n'avait pas de légitimité particulière à travailler auprès des collectivités locales. Et le fait aussi de travailler avec les territoires ruraux, ça a été une demande qui est émanée d'un certain nombre de territoires qu'on a rencontrés en fait, au fil du temps, et qui nous disaient nous on n'a pas d'espace d'échange, alors que les territoires urbains ont des associations qui les représentent mieux et qui sont des bons espaces d'échange. L'association Energy Cities par exemple, l'association Amor c'est plus multi-acteurs mais un peu plus technique dans ses approches, donc c'était vraiment nous on venait boucher un vide là-dessus, donc tout est parti de là en fait. Donc après le fait que Territoire Énergie Positive ça ait marché au point que ça a marché en termes de concept et de marketing, ça nous a très largement dépassé, donc après le message est brouillé, mais c'est important. Au niveau du travail avec les paysagistes, ça n'a pas de nom, il n'y a pas eu de travail au début, a priori, sur la question, y compris de la définition du terme, etc. Après, par bonheur, on s'est rencontrés, j'allais dire par voie de presse, à un moment donné, j'avais vu Sébastien Georgis qui parlait des territoires énergie positive dans un article sur les paysages. J'avais questionné le réseau en interne, des gens m'avaient dit si ça nous intéresse, dont Philippe Méjean de la Vieux-Vallée, qui était intervenu à l'Assemblée nationale avec vous. Donc ça s'est croisé petit à petit, et puis maintenant on réfléchit, alors les conditions pratiques sont encore à définir, mais on réfléchit sur des approches méthodologiques qui seraient compatibles et conjointes. Donc je ne sais pas comment on appellerait ça, projet de territoire à énergie positive ou méthodologie de transition énergétique intégrant le paysage. Enfin, tout est question d'équilibre, parce que je pense que c'est, comme ça a déjà été mentionné, c'est pas si simple non plus. C'est-à-dire quand on dit qu'il faut poser 100 éoliennes, on voit que le paysage est nécessairement impacté, et peut-être au-delà de ce que des gens qui viendraient avec une approche paysage considéreraient comme raisonnable. Donc il y a une négociation, en fait, y compris en bon terme, entre nous à faire sur ces questions-là. C'est tout à fait intéressant comme débat lancé. Et on y est, là, enfin, pour tout dire, on se rencontre, on fait des ateliers dans nos événements respectifs. Donc ça démarre. J'avais une question à propos, je voulais avoir votre avis, si vous étiez au courant d'un projet dont j'ai très vaguement entendu parler, je ne connais pas du tout le dossier. Tel que je l'ai compris, c'est un moyen de financement d'aménagement d'éoliennes qui s'est fait, je crois, dans les Corbières, sur la base d'un appel à crédit participatif, donc avec cette dimension un peu sociale, d'appel à participation de la part de particuliers, donc qui étaient invités à miser, à donner de l'argent, et puis avec sous une forme en fait d'emprunt pour l'aménageur, avec donc une garantie de retour d'intérêt dans le temps d'un moyen terme. Et voilà, ça a très bien marché. Ils ont, je crois, dépassé de 2 fois leurs objectifs de financement. Et il s'avère quand même que dans ces financements, c'est à peu près 17%, je crois, de l'enveloppe qui a été apportée par les habitants, les communes concernées par les éoliennes, ce qui sous-entend 83% apportés par des gens de l'extérieur, en fait, puisque c'est un appel ouvert. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes au courant de ce projet-là? Et dans quelle mesure ça ne peut pas conduire à des choses un peu curieuses? Voilà. On dit toujours qu'une éolienne n'est pas égale à une éolienne. Alors ça, la démonstration d'Alain Nadaille en contre est extrêmement probante, puisqu'il n'y a carrément pas d'éolienne, du coup, tellement ça s'est mal passé. Mais dans certains territoires, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est l'objet éolien, l'artefact éolien,
qui a été finalement l'objet d'une revitalisation démocratique sur le territoire, parce que ça a suscité la participation de gens du territoire. Et ça va même au-delà des fois d'une participation par un simple emprunt. Alors je pense que c'est peut-être le parc d'Arfon, ça vous dit quelque chose, non mais... et il y a de tout en fait dans la participation, du fait de maîtriser intégralement un parc éolien. Et Alain Nadaille parlait ce matin des crêtes préardennaises et d'un projet qui a émergé après 11 ans de concertation éolienne, etc., qui est qualitativement extrêmement intéressant, qui est un parc de 3 fois 800 kW, c'est-à-dire à peu près une grande éolienne aujourd'hui en termes de taille. Et c'est ça que je trouve aussi important de mentionner, c'est que la démarche qualitative elle est superbe pour le territoire, mais quantitativement on est un peu short pour dire les choses, y compris par rapport à ce que le territoire s'engage en fait à faire, puisque c'est un territoire qui fait partie du réseau qui s'est engagé vers 100% renouvelable. Et donc c'est là où on pose la question de quel mode de participation des habitants et quelle intervention d'acteurs exogènes au territoire, porteurs de compétences techniques, porteurs de capitaux et porteurs de la capacité de faire un peu plus gros et un peu plus vite. Et on est en train de finaliser là une note un peu sur ces questions-là, dont le titre est un peu alambiqué, puis le contenu n'est pas fidèle au titre. Ça s'appelle Financement du développement des projets d'énergie renouvelable d'intérêt territorial, c'est comme ça qu'on les qualifie. Et l'intérêt territorial, c'est comme beaucoup de choses chez nous, c'est flou, c'est à partir du moment où on négocie et où on est content, allez, c'est bon, on tape là et puis on y va. Et donc ça peut passer par soit de la prise de participation de capital, soit des emprunts à court terme que les citoyens peuvent souscrire pour, d'une certaine manière, être dans la dynamique. Voilà. Juste un élément, la conclusion de cet article-là, c'est qu'en gros, on considère qu'aujourd'hui, on ne devrait plus faire un projet éolien 100% privé, sans participation des citoyens, quelle que soit la manière de le faire. Parce qu'il y a des manières extrêmement simples d'impliquer les citoyens aujourd'hui, qui font qu'on devrait plus se permettre de ne pas le faire. Je crois qu'au Danemark, il y a une loi même qui impose 20%, me semble-t-il, de participation. Et ça aurait pu être dans la loi de transition énergétique, ouais. C'est pas passé, mais c'est une obligation d'ouvrir le capital à hauteur au moins de 20%. Et si jamais personne veut rentrer au capital, le parc se fait quand même, du coup. Mais il y a l'obligation d'ouvrir, elle est assez favorable symboliquement, en tout cas. Et puis pratiquement, du coup, tous les parcs sont participatifs quasiment. Je voudrais rebondir sur un documentaire qui est passé sur Arte la semaine dernière, je crois, qui s'intéressait au lobby énergétique en Europe et qui démontrait plutôt par A plus B que nos États vont être très ralentis par ces lobbies énergétiques à faire justement cette transition qui est nécessaire aujourd'hui parce que ces grosses entreprises du nucléaire ou en Espagne aussi, l'énergie électrique, etc., ont trop d'intérêt pour qu'on fasse la transition. Et je me demandais si ce lobby avait aussi un impact sur des initiatives territoriales et plus locales, ou si justement c'était un moyen d'échapper, quelle influence ça a aujourd'hui sur des initiatives territoriales plus petite échelle. J'allais dire jusqu'à aujourd'hui, aucune. Mais ça va changer. Et ça, j'en discutais un peu avec Alain Nadaille tout à l'heure, qui me disait voilà le tarif d'achat. Tarif d'achat, qui est un mécanisme de soutien au projet d'énergie renouvelable, c'est une aide publique qui est apportée au développement des énergies renouvelables. Donc on ne peut pas dire que l'État est contre le développement des énergies renouvelables, parce que c'était. Alors maintenant, ça tend à changer, mais c'est pas la faute de l'État français, pour faire simple. En fait, on a un État schizophrène en fait chez nous, c'est-à-dire que il est schizophrène parce que il a certainement de la bonne volonté, mais il est entremêlé dans tout un tas d'injonctions paradoxales. Enfin, le problème, c'est que l'entreprise EDF, elle est assise sur le modèle nucléaire, et l'entreprise EDF, c'est l'État. Enfin, je veux dire, donc, puis c'est les mêmes gens dans l'État et dans l'EDF, bref, etc. Et c'est très très complexe. Et je sais très honnêtement, à part une sortie par la crise, à un moment donné, ça va pas être simple. Après, le problème, c'est que, par la crise de l'entreprise EDF, en Allemagne, Siemens, E.ON, qui sont les grands groupes énergétiques, à un moment donné, ont séparé leurs activités en deux, il y en a la moitié qui s'est cassé la figure. Ils ont inscrit des milliards d'euros en perte pour l'entreprise, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Le problème, c'est que EDF, son modèle est beaucoup moins diversifié et que les pertes seraient encore pires.
Et il va se passer un truc pas super chouette, je pense, pour EDF bientôt. Mais voilà. Et comment on arrive à gérer cette transition-là, c'est une grande question. Après, moi, petite phrase, je ne sais plus qui avait prononcé ça, ça doit être un président américain, un truc du genre « It's the economy stupid », c'est l'économie stupide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, l'éolien, etc., sont moins chères que les nouvelles capacités nucléaires qui vont être installées dans pas longtemps, si elles sont installées. Donc en fait, le changement, il va se faire par l'économie, puis généralement l'économie gagne, donc c'est rassurant.